Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des sénateurs sous pression contraints de démissionner des fonctions de président de conseil d'administration des entreprises publiques. Ils sont au total 16 parlementaires. Certains d'entre eux ont résisté jusqu'à la dernière minute pour garder tous ces privilèges au mépris de la loi. L'opposition a mis à nu une supercherie provoquant l'embarras au sein du parti au pouvoir et vous suivrez dans ce journal ces parlementaires s'exprimer sur les défis qui vont les interpeller dans les tout prochains mois, notamment la crise anglophone. Et l'escalade de violences meurtrières décriée sur le théâtre de la crise anglophone a poussé des chefs traditionnels à boycotter les parades marquant la fête du travail à Bamenda. C'est un grand reportage réalisé dans le chaudron de la crise anglophone, là où des exactions se multiplient malgré le fort déploiement sécuritaire. Vous suivrez également des témoignages des populations sur les différents événements survenus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Également dans ce journal, à suivre comment le personnel Equinox Radio-Télévision et La Nouvelle Expression a célébré la fête du travail avec des annonces majeures faites par le président directeur général du groupe La Nouvelle Expression. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. 16 sénateurs ont cédé à la pression, cumulant des fonctions de PCA d'entreprises publiques et celles de parlementaires. Ils ont été contraints d'abandonner certains privilèges après des révélations sur ces incompatibilités criardes, malgré l'existence d'un règlement antérieur qui interdit un tel cumul de fonctions. Ils ont résisté pratiquement jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui, ces 16 parlementaires, des sénateurs, ont tous choisi de conserver leur siège de sénateur. On fait le point avec Marcelin Gansop. Le verdict est donc tombé. Ils seront finalement 100 à siéger à la Chambre haute du Parlement. 100 sénateurs, parmi lesquels 16 qui étaient sous le coup des incompatibilités, mais ces 16 sénateurs ont fait le choix de siéger au Sénat. Un choix qui n'a pas été aisé. Compte tenu de mon passé politique, il n'y avait pas de choix. Le choix n'était pas là. Je n'avais qu'à le Sénat. Vous comprenez? Être PCA, c'est une mission que le président vous donne pour un temps limité. Vous comprenez? Ce n'est pas un métier. Je ne suis pas fonctionnaire de la société dans laquelle je travaille. Je suis un envoyé spécial. Le choix a été vite fait. Ça ne se posait même pas. J'ai déjà passé beaucoup de temps à la CRTV. J'ai travaillé pendant de longues années et je voulais découvrir autre chose parce que parallèlement, j'étais près des populations qui voulaient quand même que je vienne faire un peu plus de politique. Mais je ne voulais pas mélanger le travail de la CRTV et la politique. Mais quand le moment est arrivé, on avait besoin de beaucoup de femmes. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Ils sont présidents de conseil d'administration, fonctionnaires, magistrats. Ils ont donc fait le choix de siéger ici à la Chambre haute du Parlement. Les motivations sont diverses, mais pour la plupart, ces sénateurs pensent qu'il est temps de travailler pour les collectivités territoriales décentralisées après avoir pendant longtemps servi l'État camerounais. C'est une interpellation forte du président national qui a bien voulu que je sois sénateur. Je ne peux pas me débiner. Ensuite également, il y a une attente également forte de la population qui voudrait voir les choses s'améliorer à travers mon entrée au Sénat. Donc les deux considérations combinées, je n'ai pas eu de la peine à choisir. J'ai choisi la fonction de sénateur parce que il faut aussi rendre service à nos communautés, à nos populations, de défendre les intérêts et puis amener les gens à atteindre le développement. Dès l'investiture, j'avais déjà fait le choix d'être sénateur
Bon, quand on m'a fait savoir que c'est incompatible avec ma première fonction, j'ai clairement montré que je préférais être sénateur parce que par là, je pense que je pourrais mieux aider ma communauté. Nous sommes à la période de la décentralisation. La plénière consacrée aux résultats des 4 bureaux de vérification n'est pas fortuite. C'est une disposition de la loi portant règlement intérieur du Sénat, le code électoral, mais également la loi portant sur les établissements publics et aussi les entreprises publiques. Une loi votée récemment à l'Assemblée nationale et entérinée par la Chambre haute du Parlement. Des dispositions légales qui ne permettent plus le cumul de fonctions. Il était donc question, et même urgent, de vider ce contentieux des incompatibilités avant de dérouler le tapis rouge aux sénateurs. Ici le palais de congrès de Yaoundé, Élisée Borba, Marcelin Gangsop, Equinox Télévision. Restons au palais des congrès où vous l'avez vécu, certains sénateurs cumulards ont résisté jusqu'à la dernière minute pour tenter de garder ces privilèges à la fois d'être fonctionnaire et le mandat de sénateur. Et vous l'avez vu, l'opposition a permis de mettre à nu cette supercherie, provoquant un malaise au sein du RDPC et ses parlementaires, lesquels ont bafoué le règlement intérieur du Sénat, bafouant ainsi l'éthique et la morale publique. Je vous propose de suivre l'analyse de Guy Zogo. L'affaire des incompatibilités au Sénat a tourné au vinaigre pour nombre de dignitaires du régime pris en flagrant délit de cumul. Pour une fois contraints par un environnement politique qui ne cesse de se normaliser par la force des choses, notamment la mise en place des institutions à l'image du Conseil constitutionnel, ils ont dû opérer un choix cornélien. Il n'en reste pas moins que c'est un choix qui a le don d'éclaircir l'espace politique et surtout de le prémunir de la maladie du cumul, devenue au fil du temps une sorte de règle usitée ad nauseam par les tenants du pouvoir. L'exercice est sans doute douloureux pour ceux-là du sérail qui savaient pouvoir espérer tirer des dividendes de la vache à lait qu'est l'État, sans limite, sauf celle de l'indignation impuissante du petit peuple. Là, c'est la Lali, la fin d'une époque et le début d'une autre où il faudra apprendre à choisir de deux choses. L'une, bref, à ne plus se croire au-dessus des lois de la République. C'est une leçon, certes apprise dans la douleur, mais dont on peut être convaincu qu'elle a été assimilée. Vous l'avez suivi, à peine ont-ils reçu leurs attributs, des sénateurs s'engagent à défendre les intérêts des collectivités territoriales en œuvrant pour l'accélération de la décentralisation. D'autres comptent mettre l'accent sur le contrôle de l'action gouvernementale afin d'améliorer la gestion des affaires publiques au Cameroun. Élisée Borba et Marcelin Gansop. L'instant a duré à peine 10 minutes. Juste le temps pour le doyen d'âge d'indiquer que toutes les conditions étaient désormais réunies afin que les sénateurs reçoivent leurs attributs, ce qui sera fait dans la foulée de l'adresse de Fon Victor Moukete. De l'émotion dans l'air, mais surtout la prise de conscience par rapport aux défis à relever, notamment chez les nouveaux sénateurs, dont certains se sentent déjà, au bout d'une semaine, comme des poissons dans l'eau. Parce qu'on sent qu'on a des responsabilités plus importantes par rapport au pays. Et effectivement, quelque part, on se demande si on sera à la hauteur des défis, si on pourra contribuer, comme on le doit, au développement et la paix et la stabilité du pays. Je suis comme un poisson qui apprend à nager. Ce que j'espère, c'est que je m'adapterai rapidement. De rendre service à la République. Dans le cadre d'une accélération du processus de la décentralisation, nous avons donc beaucoup de travail à faire, me semble-t-il. C'est une législature avec de grands défis pour construire cette décentralisation. Je crois qu'on va continuer, on va s'associer avec les anciens. Il faut qu'ils nous donnent des conseils, ce qu'on va faire ici dans cette maison, pour le bien-être de la population. Et travailler vraiment dans la tranquillité et dans le norme. Et que notre pays vraiment soit en paix. Et de vivre ensemble, vraiment, il faut qu'on nous croie de ça. Avec le Sénat, on va débattre sur les sujets, les matières importantes, pour que vraiment la solution que nous cherchons à les problèmes qu'on a au pays, ça peut durer.
Les anciens sénateurs qui inaugurent leur deuxième mandat ne se sentent pas moins concernés et engagés dans la poursuite des missions dévolues à la Chambre haute du Parlement. Vous savez, je ne peux qu'être très heureux. Vous savez, les attributs pour la deuxième mandature de la Chambre haute, pour moi, c'est une grâce. Et c'est un mandat de défi. Le défi de la décentralisation dans nos régions. Le défi de ramener la prospérité et le bonheur à nos populations. Et le défi d'être très offensif parce que les populations ne sauraient comprendre qu'à la deuxième mandature, on n'arrive pas à régler tous les problèmes dans nos régions. Ça serait impardonnable pour nous. Je peux essayer de promettre mes électeurs que je vais travailler particulièrement pour adresser le problème anglophone. Ma population souffre, la situation aux régions du sud-ouest et nord-ouest est grave. C'est le moment d'amener la vérité aux autorités de notre pays et pour que, avec la vérité, on peut chercher la solution. Après la vérification des mandats et le port des attributs, place dans les prochains jours à la mise en place du bureau du Sénat. La question qui taraude les esprits est celle de savoir si Marcel Nyat Difendi sera reconduit au perchoir. L'on ne perd rien à attendre. Prenons à présent les dernières nouvelles sur le théâtre de la crise anglophone. Je vous en parlais en début de semaine. Le prêtre, l'abbé William Neba, prêtre de l'église catholique à Mboyo, a été libéré au bout de 48 heures de captivité. C'est encore flou sur les conditions de son kidnapping et de sa libération. Quelles négociations ont été menées? Jusqu'ici, rien ne filtre au sein de l'église catholique ni du côté des autorités administratives. Néanmoins, un couvre-feu a été instauré durant une semaine dans le département de Boyo, là où il y a eu justement cet enlèvement d'un prêtre dans une paroisse catholique. Et cette escalade des violences meurtrières inquiète de plus en plus les populations. Malgré une forte présence militaire, ces populations peinent à être rassurées. Nombreux de ces populations, elles sont nombreuses, ces populations qui se dirigent vers le Nigeria fuyant les exactions à la fois de la part des bandes armées et certaines accusations portées contre des hommes en tenue, information qui n'a pas été confirmée par le gouvernement. On fait le point avec Kate Diarra. Le calme peine à revenir dans la zone anglophone. En dépit de la forte militarisation des pôles de tension, de nombreux incidents se sont produits ces derniers jours, poussant un peu plus les riverains à se réfugier dans les contrées voisines. Dans une vidéo devenue virale en circulation sur la toile, on peut apercevoir des hommes abhorrants, la tenue des forces de défense camerounaises, mettre le feu à des domiciles désertés à Azi, dans le Lébialem. Si l'identité des hommes présents sur la vidéo n'est pas encore confirmée, il faut dire que les internautes ne lésinent sur aucun détail pour les assimiler aux soldats camerounais. En dehors de Azi, il y a également le village Mouyengue, situé dans le Fako, qui a été le centre de fortes tensions ces derniers jours. Aucun chiffre officiel avancé, mais de nombreux blessés évalués. Le retour au calme remarqué depuis samedi dernier n'a pas empêché les riverains de se réfugier dans les villages voisins. Lundi, cet empereur-là, le dénommé William Niba, principal de Sambis College situé à Bello, qui a été kidnappé par 4 hommes non identifiés alors qu'il se préparait pour le culte du matin. Depuis l'entrée en jeu des kidnappings dans la crise anglophone, c'est la première fois qu'un homme d'église est enlevé. L'annonce de son kidnapping a affolé des parents qui sont venus récupérer leurs enfants à l'internat. Les réunions de crise se sont multipliées entre évêques, puis très tôt ce mercredi matin, l'église catholique a annoncé sa libération. Au regard de cette escalade de la crise anglophone, des chefs traditionnels ont boudé la célébration de la fête du travail dans certaines localités du département de la Momo, dans la région du Nord-Ouest. Les 30 places réservées aux faunes sont restées vides durant toute la célébration de la fête du travail. La parade liée à cet événement dans cette localité, une situation liée à la peur relative à ces exactions menées par des bandes armées dans plusieurs localités dans le chaudron de la crise anglophone. On fait le point avec Stella Mbou et Serge Alain Otto.
132e édition de la fête internationale du travail à Bamenda. La présence du groupement spécial d'opération, unité très spéciale de la police camerounaise essentiellement basée à Yaoundé, est là pour montrer le caractère particulier de la fête dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. L'arrivée du gouverneur Adolphe Lélé Lafrique se fera sous forte escorte. Un bruit assourdissant qui traverse toute la ville morte de Bamenda, comme ici. Au marché des vivres, comptoirs et boutiques sont restés fermés en cette deuxième journée de la semaine. Une ambiance morose qui n'a pas drainé grand monde à l'avenue commerciale, lieu de célébration. Adolphe Lélé Lafrique salue les travailleurs courageux de Bamenda. Leur présence ici est un indicateur. Ils ont bravé déjà la peur. Et je voulais leur dire de continuer et de remobiliser certains qui auraient encore peur, certains qui douteraient encore, leur dire que la République est debout. Elle fait 7 fois ça a beaucoup de difficultés, mais c'est l'occasion de se remobiliser comme un seul homme pour renouveler le pacte républicain. Quittons la Mésame pour la Momo. Premier constat, une arrivée sous très faible escorte du préfet Absalom Monono. Après les civilités d'usage, un coup d'œil dans la tribune lui permet de mesurer l'ampleur de la peur qui habite les autorités invitées à la célébration de la fête du travail à Bangui. Que de chaises cherchant désespérément occupants. Le constat est encore plus alarmant lorsque le regard du préfet se pose sur la tribune spécialement aménagée pour les autorités traditionnelles. Pas l'ombre d'un seul faune, 30 sièges vides. Ici à Bangui, le courage des rares travailleurs venus participer au défilé est fortement salué. Après les élèves et enseignants du Nord-Ouest, la peur a gagné les travailleurs le temps d'une célébration, malgré tout, bien rythmée. Loin des braises ardentes de cette crise anglophone, c'est également dans une ambiance morose que s'est célébrée la fête du travail en Konsamba. Là-bas, syndicats et agriculteurs déplorent être abandonnés à leur triste sort. Ils évoquent la cherté des intrants agricoles qui les empêchent de pouvoir développer leurs activités, leur productivité. Et conséquence, les champs de café et de cacao sont abandonnés dans cette partie du pays et les usines ne cessent de fermer au détriment des populations et travailleurs dans le département du Mungo, précisément à Konsamba. Reportage avec Cyril Diemba et Xavier Foka. Faible mobilisation des agriculteurs à la place des fêtes de Konsamba, véritable vivier agricole dans le département du Mungo. C'est sous fond des réclamations que certains de ces travailleurs ont assisté à la célébration de l'édition 2018 de la fête du travail. Une fête qui perd tout son sens dans cette ville à cause de la baisse de leur activité. Avant, on voyait les usines, les gens défilaient parce que le café ça donnait. Mais à partir de ce moment, le café ne donne pas. Les gens ne sont plus intéressés. La disparition des usines de café. Konsamba qui en avait plus de 16, je pense qu'il reste presque rien. D'après les agriculteurs, leurs activités sont délaissées à cause de la cherté des intrants agricoles. D'où l'éternel problème de subvention. L'État devrait subventionner les intrants agricoles pour que la plantation renaisse. Une renaissance agricole qui devrait redonner à Konsamba son visage d'antan, avec le retour des grandes sociétés qui ont fermé il y a bien longtemps. Pour faciliter ce retour, les populations tendent encore la main à l'État. L'interpellation, c'est au gouvernement de ramener toutes ces sociétés qui s'occupaient de l'agriculture. En attendant, les syndicats et chefs d'entreprise plaident pour l'instauration effective du dialogue social au sein de quelques entreprises qui ont survécu à cette crise. Nous continuons d'interpeller les pouvoirs publics afin qu'ils puissent mettre sur pied un cadre de dialogue serein pour le développement et l'épanouissement des travailleurs. Malgré tout, les autres corps de métier ont pris part à la parade qui s'est déroulée devant le préfet du Mungo, Galim Irinengon, qui a promis transmettre toutes les doléances qu'il a reçues à la hiérarchie. Avec le plus grand soin possible. Dans les coulisses de la parade liée à la fête du travail, les défilants ont vécu un véritable calvaire
à Douala. C'est le constat qu'a fait Auréole Tchoumi dans ce reportage. Le soleil, comme on ne s'y attendait pas. La canicule a été le principal invité surprise à la vallée de la Besseke, ici à Douala. Dès 10 heures, le ciel a présenté les couleurs. Pour de nombreux défilants, le calvaire a pris le dessus sur l'esprit de fête. Les gradins ont été le meilleur endroit pour reposer le corps. D'autres, moins astucieux, ont choisi le terre-plein central. Pour les dames aux talons, l'ennui, cette fois, n'était pas au rendez-vous. Mais pour les ballerines dites chinoises ou chinoiseries, bonjour la chaleur. Dans la grande tribune, tout servait d'éventail. Enveloppe, carton d'invitation, mouchoir, Kleenex, il fallait trouver une astuce pour se ventiler. Pas de climatiseur ni de ventilateur, le soleil et sa chaleur ont été les maîtres de cette 132e édition de la fête du travail à Douala. La journée internationale du travail a eu une coloration particulière pour le personnel du groupe La Nouvelle Expression et Equinox Télévision. Le président directeur général de ce groupe, Séverin Tchonke, a confirmé la mise en place d'une assurance maladie pour tout son personnel. Une nouvelle qui a réjoui l'ensemble des journalistes, techniciens et bien sûr commerciaux et directrices administratives et financières de ce groupe. Également, d'autres activités ludiques ont été organisées autour d'un repas copieux qui a été pris dans un espace chic dans la capitale économique du Cameroun. Reportage Flavien Valondongo. Un décor féerique, un personnel joyeux. La motivation vient de l'annonce de l'effectivité de la couverture sanitaire pour tous les employés du groupe La Nouvelle Expression. À partir de ce mois de mai, donc, une assurance maladie pour tout le personnel qui lui permettra d'être pris en charge dans les centres hospitaliers. C'est une carte d'assurance maladie. Ceci est votre carte d'assurance maladie. Désormais, la compagnie d'assurance vous indiquera comment cela fonctionne. Dans une ambiance de célébration de la fête du travail, le précieux sésame remis solennellement aux employés est la consécration d'une promesse faite lors de la dernière assemblée générale du groupe. On avait recueilli des doléances du personnel. Nous avons souscrit une assurance maladie pour tout le personnel. Le processus technique voudrait qu'il y ait une carte à puce. C'est cette carte à puce qui a été mise à leur disposition aujourd'hui. Journalistes, animateurs, techniciens, personnel de surface et personnel administratif saluent la volonté du patron, celle de voir améliorer les conditions de vie des travailleurs. Nous sortons d'ici avec chaque emploi avec une carte d'assurance maladie. Nous en sommes fiers et il nous a rassuré que tout le personnel aussi affilié à la CNPS. Et cette couverture sociale est très primordiale pour nous. C'est la bonne nouvelle de la journée. Donc c'est vrai, on attendait cela depuis pas mal de temps. Mais aujourd'hui, ça se concrétise finalement. Tout ce qu'on fait au quotidien aujourd'hui, on s'est reconnu, on est récompensé pour ça. Voilà. C'est donc un indice qui démontre à suffire que le groupe La Nouvelle Expression marque des pas vers le développement et confirme sa place de leader dans la presse privée au Cameroun. Donc on applaudit encore pour le PDG parce que c'est un patron qui est conscient. À côté de la carte d'assurance et de l'affiliation du personnel à la CNPS, d'autres réalisations à court terme ont été révélées. La direction générale a accordé une fois de plus d'importance à cet événement. Nous, au niveau de la direction, nous espérons avoir fourni un peu plus d'efforts et on attend aussi beaucoup plus des collaborateurs. C'est de donner le meilleur de nous-mêmes et que si la fin de l'année, que Equinox soit encore au top. La 132e fête du travail, ce 1er mai 2018, a eu une coloration particulière au sein du groupe La Nouvelle Expression. Le concours de danse, la plus belle tenue du jour,
saupoudrés de notes d'humour, ont constitué des agapes de cette célébration. L'entreprise avance. Applaudissez très fort pour moi. Cette volonté d'amélioration des conditions de travail des journalistes est loin d'être une réalité dans toutes les entreprises de presse au Cameroun. Du coup, ils sont nombreux qui désertent le plus beau métier du monde afin d'exercer leurs compétences dans des organisations internationales ou des entreprises privées. Par contre, certains journalistes, malgré ces conditions difficiles, malgré l'accès difficile aux sources d'information et la précarité du métier, ils continuent d'exercer le plus beau métier du monde. Pas passion, également pas détermination pour améliorer l'accès et le droit à l'information pour la majorité des Camerounais. Des regards croisés des journalistes qui sont restés dans la profession et ceux qui ont déserté le métier, c'est dans ce reportage signé Sylvestre Hippolyte Zangao. Son visage juvénile est trompeur. Junior Kaparan est bien connu du paysage médiatique au Cameroun. Reporter et présentateur des journaux et des magazines sur des chaînes de télévision pendant plus de 10 ans. Ce journaliste a pourtant décidé de tourner la page de cette profession pour poursuivre sa carrière au sein d'une multinationale. Pour ce qui me concerne, je vois deux raisons principales. La première, c'est la recherche d'un environnement humanisant. On a travaillé dans un environnement qui est un peu compliqué, qui est figé, j'allais même dire statique par rapport à un certain nombre de choses. Vous pouvez arriver comme journaliste, vous y travaillez pendant des années. Au meilleur des cas, vous devenez rédacteur en chef et après, on ne sait plus. Parce que pour devenir directeur dans notre environnement média, on sait qu'il ne faut pas seulement être bon. Il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu. Et ça devient compliqué pour quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui veut se bâtir un avenir. Je me suis dit, ok, si je me suis retrouvé à l'étroit dans l'environnement du journaliste au Cameroun, il y a peut-être une possibilité d'exercer autrement et d'avoir une meilleure considération. Si Junior Kaparan et bien d'autres ont choisi de quitter les rédactions, certains ont décidé d'y consacrer leur vie. C'est le cas de David Nou, rédacteur en chef depuis plusieurs années. Il travaille au quotidien La Nouvelle Expression depuis 27 ans. J'ai choisi de rester dans la presse parce que dès le départ, c'était un peu comme une vocation. Parce que en 91, je rentre dans l'équipe de La Nouvelle Expression. Je suis le seul reporter qui court dans tout le pays. Entre-temps, je me rends compte que beaucoup de camarades, beaucoup d'amis avec qui nous avons commencé choisissent d'aller ailleurs. Je comprends qu'ils veulent d'autres opportunités. Mais moi, je veux être journaliste, je voulais être journaliste. Je suis resté journaliste. J'ai appris à travers ce métier que pour rester journaliste, il faut éviter, il ne faut pas être tenté par de l'argent. Parce que un journaliste qui est tenté par beaucoup d'argent ne peut plus bien assumer ce métier. Moi, je l'ai choisi. Je ne regrette pas d'être journaliste. Dans un contexte où les besoins s'accumulent, la passion ne suffit pas pour motiver un journaliste, affirment ceux qui ont quitté la profession. Ceux-là qui vous parlent de passion en direct, nous savons exactement comment ça se passe dans le côté jardin. Ce n'est pas toujours évident. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas vivre leurs rêves, mais on peut prolonger ce rêve-là. Et c'est ce que moi, particulièrement, j'ai choisi de faire. Après plus d'une trentaine d'années passées comme journaliste, David Nou affirme que y rester est une question de choix et de principe. Je le comprends. Je ne peux pas dire qu'il n'était pas passionné. Mais je veux dire qu'il n'était pas autant passionné que moi. Et qu'ils ont été plus tentés que moi. Parce que quand c'est difficile, des gens choisissent de changer de formule. Quand c'est difficile, les gens choisissent de changer de métier. Les gens vont là où ils peuvent gagner plus facilement leur vie. D'aucuns vont dire que j'ai manqué où aller, mais je suis quand même quelque part. Je suis quelque part. Et donc, ils ne peuvent pas savoir quelles sont les opportunités que moi j'ai eues, mais j'ai choisi d'être journaliste. Ainsi pensent donc les professionnels des médias au Cameroun. Ceux qui tiennent ou comptent tenir bon malgré les difficultés.
et ceux qui préfèrent aller chercher fortune ailleurs. Parlons à présent de ce grave incendie qui a consumé une quinzaine de boutiques au marché principal d'Ezeka, des commerçants qui n'ont que leurs yeux pour pleurer au regard des nombreux dégâts matériels. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée jusqu'ici. L'origine de l'incendie reste inconnue, mais certains témoins pointent déjà un doigt accusateur sur les branchements électriques anarchiques dans ce marché à Ezeka. On en parle avec Leclerc Sakem et Joël Niem. Cette fumée noire sous le ciel de la ville d'Ezeka traduit à suffisance l'incendie qui a ravagé près de 15 boutiques dans l'espace marchand de cette ville. À minuit 27, pendant que nous sommes au carrefour, on a vu seulement le feu sortir. Alors nous nous disions, peut-être c'est la masse venant de la zone. Et on était en fait en ville, subitement on a vu les boutiques prendre feu. Là déjà les boutiques, c'est plus de 15 boutiques qui ont pris feu. Voilà, c'est grave, c'est catastrophique. Le coupable est vite trouvé. Alors nous nous disions, peut-être c'est la masse venant de la zone. C'est une fête du 1er mai triste pour ces commerçants qui ont vu leurs économies réduites en cendres. Certains commerçants envisagent quitter la ville. Je vais rentrer au village parce que j'ai 8 enfants à nourrir. Vraiment, je suis désolé. L'effort conjugué de la population, des forces de maintien de l'ordre, sous l'œil gendarme du sous-préfet, ont permis de circonscrire les flammes. Les faits deviennent récurrents dans les espaces marchands au Cameroun, où la plupart des incendies sont provoqués par le mauvais branchement du courant électrique. Parlons à présent de ces querelles de leadership qui font rage dans plusieurs communautés du département des Hauts Plateaux, région de l'Ouest. Deux individus se disputent le trône de la chefferie dans la communauté Balogoum. L'autorité administrative et les populations ont chacune choisi celui qui est considéré comme chef de cette communauté Balogoum. Des détails avec Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. La désignation d'un chef de 3e degré de Balungu à Bangou le 25 avril dernier vient raviver les tensions entre les deux communautés. L'autorité administrative s'appuie sur la loi pour reconnaître Chedjungamo Ayek comme chef des Balungu. Il y a l'arrêté de 1967 qui a clarifié le nom de chefs. Il y a l'arrêté de 90 qui a corrigé tout manquement et qui a régularisé les créations de chefferies de 3e degré au sein de l'arrondissement de Bangou. L'autorité administrative s'adosse aussi sur les us et coutumes du coin pour confirmer le nouveau chef des Balungu à ce poste. Kamo a succédé à Nana qui est fils de Nana, de son vivant. Il est décédé. Kamo Ngamo aussi, décédé aujourd'hui. On a organisé le funérailles, on a arrêté comme successeur Sejou Kamo. Sans contestation. Sans contestation. Au vu aussi de tout le monde. Puisque chez les Bamileke, on sait que la succession va du père au fils. Voilà qui est clair pour l'autorité administrative. Mais au village Balungu, cet homme rejette les arguments du sous-préfet. Nous affirme qu'il est bien le chef supérieur des Balungu. Il ne veut pas appliquer le décret 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation de chefferie traditionnelle dans tout l'ensemble du pays. Il vient alors se baser sur le texte du 17 mars 1967. Un arrêté préfectoral pour venir de temps en temps troubler la population de Balungu. L'homme dit tenir son trône à la mort de son père, Joe Zaché, décédé en 1984, qui lui aussi avait hérité de son géniteur disparu en 1937. Comme quoi, la succession va bien de père en fils. Je suis à 33 ans de règne à la chefferie Balungu. Et les Balungu ne m'ont jamais contesté. Tous sont derrière moi, sauf les originaires de Bangou qui ne veulent pas de nous. À bonne source, Balungu, autrefois un groupement de 8 villages, avec à sa tête un chef supérieur, fut annexé par un des défunts chefs supérieurs Bangou. À l'époque, le roi Bangou était un grand conquérant. Il y avait Balungu, Balambo, Bamedjé, Bakangwe, ainsi de suite, qui étaient comme des villages un peu autonomes, mais que le chef supérieur a phagocyté. Depuis des siècles donc, les Balungu refusent une inféodation forcée au groupement Bangou. Son grand-père Djago, fuyant le puissant voisin Bangou,
s'était exilé 20 ans hors de sa chefferie. Et Sa Majesté Ouaché dit avoir même payé au prix fort de sa liberté, incarcéré à la brigade mobile de Bafoussam. Pour lui, la lutte continue. Nous disons non. On va refuser, on va s'opposer jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Tous les Balungu sont déterminés à dire non au chef Bangou. On ne pourra à jamais se soumettre. Voilà le problème de Balungu. Aujourd'hui, Ouaché Norbert s'inspire aussi de sa participation au rite d'initiation d'autres chefs supérieurs et sa longévité au trône pour justifier sa légitimité ancestrale, à l'opposé de l'autre faction où les chefs imposés ont connu des fins tragiques. Malgré toutes ces explications et péripéties avec les autorités, le sous-préfet Manou Diguir est formel. Sa Majesté Ouaché Norbert n'est pas chef supérieur des Balungu. Il ne vous montrera aucun texte qui le désigne comme chef de 3e degré, pire encore chef de 2e degré ou d'un groupement quelconque, ou bien un document qui prouve qu'il y a un groupement à Balungu. Sur la question, Ouaché Norbert dit n'avoir jamais été adoubé par l'administration pour des raisons connues de tous. Le chef Bangou était parti mentir au préfet de la MIFI que nous avons volé la chefferie pour s'aimer le trouble dans le Cameroun. C'était le préfet de la MIFI qui nous avait arrêtés pour mettre en prison sous les instigations du chef Bangou. La bataille de leadership entre le chef Tayo II Marcel des Bangou et le chef Ouaché Norbert des Balungu est donc loin d'être terminée. Affaire à suivre. Dans l'escale internationale, la Centrafrique renoue avec des violences. Au moins une quinzaine de personnes ont été tuées lors d'une attaque perpétrée contre une église. Le prêtre qui officiait a été tué. On parle d'au moins 16 morts. Le bilan pourrait s'alourdir dans les toutes prochaines heures. Et la force, la MINUSCA, qui a appelé à la retenue au sein des différentes communautés à Bangui, la capitale de la Centrafrique. On en parle avec Gladys Sidier. Des manifestants appellent à la démission du président. Ils transportent le corps du prêtre tué lors de l'attaque contre une église par un groupe armé musulman, dans une ville où les tensions restent très vives avec la majorité chrétienne. Ces manifestants se dirigent vers le palais présidentiel de Bangui après l'attaque contre l'église Notre-Dame de Fatima en pleine célébration. De nombreux fidèles étaient présents. À l'autre là, Fatima, pour notre fête patronale, et soudain, on s'est rencontré avec les musulmans qui sont venus tirer sur nous. Bon, finalement, ils ont en tout cas lancé des grenades, les roquettes, et puis il y a eu tellement de dégâts. Les assaillants, selon des témoins, étaient armés de grenades et d'armes automatiques. Les blessés ont afflué dans les hôpitaux de la ville et plusieurs personnes ont été tuées. L'attaque aurait été lancée par des hommes du quartier musulman du PK5, dans ce qui semble être une riposte, après l'arrestation par les forces de sécurité intérieure d'un membre de la missile du général Force. Selon les services de l'ONU, la MINUSCA, une mosquée de la ville aurait été ensuite incendiée par des manifestants. Jusqu'à mardi soir, des tirs sporadiques étaient encore entendus dans la capitale. Des observateurs redoutent un retour à la situation qui a suivi le coup d'État contre François Bozizé en 2013. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.